Nous sommes en direct. Nous sommes là, les tout petits. Oh, oh, oh! Vous êtes là, Chaque les tout petits. semaine, on parle beaucoup d'innovation ouverte, surtout dans le cadre de cette balado-là. Et comme une entreprise moderne et innovante, notre balado est une espèce d'innovation ouverte interminable. À chaque semaine, on devrait essayer d'autres choses pour être sûr que ça marche. Je dirais pas interminable. Je dirais le processus d'innovation, d'itération, d'amélioration continue. Oui, c'est l'amélioration continue parce qu'à chaque semaine, il y a comme un morceau qui flanche et on doit le réparer, le remplacer. Cette semaine, on essaie d'autres choses. On essaie de diffuser en direct sur Facebook. On sera sur YouTube un petit peu plus tard. On a une page Facebook, d'ailleurs, pour les gens qui veulent nous suivre d'un peu plus près, une tasse de tech. Donc, facebook.com/une tasse de tech, où à chaque semaine, on a évidemment la balado. On découpe les segments, ceux qui veulent seulement voir certaines entrevues, certains essais de produits, certaines actualités. Vous pouvez aller voir aussi morceau par morceau. Tout y est. Nous sommes en direct avec Pascal Forget qui va nous lancer les actualités. D'ailleurs, Pascal, je vais faire ça vite parce que notre invité, Mathieu Plante, va nous parler de virage numérique dans quelques instants. Je ne veux pas trop le faire attendre. C'est un sujet assez intéressant, surtout dans le contexte actuel où on essaie de relancer l'économie du Québec. Alors, on part un compte à rebours dans le coin de l'écran. La machine est partie, Pascal. Je te laisse aller avec les actualités. La première m'intéresse un peu parce qu'on parle beaucoup de systèmes de surveillance, puis de choses comme ça. Puis les caméras Wi-Fi peuvent servir de système de surveillance à condition d'y mettre un certain montant d'argent. Oui, il y a le Nest qui lance son service amélioré de surveillance Nest Aware. C'est la compagnie Dropcam qui a été achetée par Google il y a un petit bout de temps. On lance maintenant le service de surveillance. C'est 8 $ par mois ou 80 $ par année pour avoir autant d'appareils connectés, de caméras de surveillance ou, et c'est ça qui est amusant, ou de Google Hub qui peuvent servir de caméras de surveillance. Il y a une petite caméra ici. Et on peut tout brancher ça pour 80 $ par année. C'est stocké en ligne dans les nuages pendant 30 jours. C'est seulement les événements qui sont mémorisés. Si on veut avoir la totale, c'est-à-dire 24 heures, 10 jours d'enregistrement continu, c'est 16 $ par mois ou 160 $ par année. Donc, ton assistant Google avec une caméra devient une caméra de surveillance. Tes caméras de surveillance Dropcam, qui sont à partir d'une centaine de dollars, ne sont pas très chères, là, ces caméras-là. Et c'est stocké dans les nuages. Donc, si quelqu'un part avec, tu as quand même l'information. Je trouve ça super chouette. Et on a activé le système Nest Aware, permet de détecter les livraisons de colis. Je ne sais pas comment on fait pour détecter, l'intelligence artificielle détecte la livraison des colis, mais ça permet aussi de détecter les bruits, les sons, les animaux et les visages que tu reconnais. D'ailleurs, chaque fois que Les je passe boîtes devant... brunes, je pense que c'est ça son truc. Dès qu'il voit une boîte de carton se poser devant sa porte. Moi, chaque fois que je passe devant mon Nest, ça me dit « Bonjour Pascal ». Ça reconnaît mon visage et je trouve ça très particulier. Donc, c'est rien qui va rassurer les gens qui ont crainte pour leur vie privée, mais pour ceux qui cherchent une solution de sécurité abordable, c'est une option qui peut être très, très intéressante. Et boum, première nouvelle. En voilà Deuxième une. nouvelle. Nouvelle locale intéressante. Finance personnelle. Là. Il y a un volet finance personnelle assez intéressant là-dessus. Là. Oui, c'est l'application québécoise Art Bacon, une application de FinTech qui permettait jusqu'à présent de gérer ses investissements. Elle permet maintenant de gérer son budget et sa planification financière. Donc, dans le contexte où beaucoup de gens ont eu des gros changements au niveau de leurs finances au cours des derniers mois en raison des mises à pied, des mises à pied temporaires et ainsi de suite à cause de la COVID. La version de base est maintenant gratuite. Elle permet d'analyser ses dépenses, voir où son argent s'en va et détecter les abonnements qui sont coûteux. Donc, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça va détecter si on est abonné et à Netflix et à Google et à Apple et ainsi de suite, un peu là-dedans et ça peut nous donner un coup de pouce pour atteindre les objectifs d'épargne. Il y a une version payante, évidemment, qui est 12,99 $ par mois ou 99 $ par année. Elle va un peu plus loin, permet de gérer ses comptes, plusieurs comptes bancaires et des investissements. C'est une application à essayer. Ce serait mieux que Mint, la grosse application financière très populaire. Votre situation financière a changé. Si vous avez envie de gérer mieux votre budget, ça peut être bon une choix. option québécoise à Un backend essayer. développé, oui, par l'ex-collègue Julien Brault qui a son opinion très, très arrêtée sur les finances personnelles et qui est très informé d'ailleurs, très éclairé, je devrais dire. Donc, c'est certainement une source d'information intéressante là, pour
se refaire une épargne. Je parlais récemment avec un directeur financier à la Banque de Montréal qui disait que, je pense, plus de la moitié des Canadiens n'ont pas le fameux bas de laine, les 10 15 000 qui fait qu'on peut passer un dur moment comme en ce moment sans trop se casser la tête. Donc, une solution, des applications, évidemment, lire les affaires, c'est déjà un bon point. Mais aussi, des services comme ceux-là ne sont pas mauvais non plus. Oui, simplement se sensibiliser sur où va son argent, se rendre compte que nos sorties au restaurant, les commandes en ce moment, on va moins au restaurant, mais on commande plus. Les dépenses au restaurant, disons-le comme ça, oui. Beaucoup d'argent qui s'envole, puis en ayant une application qui permet de contrôler ça, ça peut aider beaucoup au travers de passer une situation un peu difficile. Exact. Deuxième nouvelle terminée. Troisième nouvelle? J'allais dire, faire un lien, on apprend des choses en temps de confinement. Moi, personnellement, je pensais aller apprendre la guitare, le piano, quelque chose comme ça, mais il y a des gens qui peuvent apprendre à coder, ça peut être un truc. Là. J'ai justement reçu cette semaine une boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? À Build, qui est la conférence des développeurs de Microsoft. Ah, je l'ai poursu encore! Parce que là, évidemment, tout le monde fait des conférences virtuelles maintenant et Apple n'est pas non plus, ne fait pas exception avec sa WWDC. Et c'est un peu ça la nouvelle, c'est qu'ils ont un programme pour un concours, en fait, pour les étudiants qui veulent apprendre à coder. Oui, c'est une première. Le WDC va se faire de façon virtuelle cette année. C'est une première. C'est à partir du 22 juin pour tous les programmeurs, les développeurs de produits Apple. On fait un premier concours de programmation Swift pour les étudiants. C'est pour le WWDC virtuel. Il suffit de créer un playground, un terrain de jeu avec l'application Swift Playground. Ça permet d'apprendre le langage de programmation Swift qui est utilisé sur les appareils Apple. Donc, c'est des véritables bases de programmation. Il faut soumettre un petit texte qui explique sa création, son terrain de jeu avec les technologies qui sont appliquées et les caractéristiques de son terrain de jeu. Il faut faire ça en anglais, cependant. C'est moins de 500 mots. Il faut avoir plus de 13 ans, s'enregistrer comme développeur officiel d'Apple, ce qui pour un enfant de 13 ans est quand même assez Ça demande une certaine supervision, oui. Personnellement, avoir eu ça quand j'étais petit, je serais un peu viré fou. Il faut avoir cependant un appareil Apple pour le faire. Et le prix, ce n'est pas un nouveau MacBook, ce n'est pas un iPad Pro, c'est une épinglette et une veste. Mais maudine que j'aurais aimé ça avoir ça étant ado. Écoute, les outils, on parle évidemment de ça dans le contexte d'Apple, Swift Playground. Il y a des outils pour apprendre à s'amuser à coder dans Minecraft. Il existe un paquet de plateformes comme ça. Puis je veux dire, moi, personnellement, j'essaie de gérer le temps d'écran des enfants à la maison. Puis je pense qu'avoir à faire un compromis, ce serait ça, de dire OK, passe un peu plus de temps devant ton appareil, ta tablette ou peu importe, mais au moins, apprends quelque chose de différent que juste à jouer. À Fortnite, entre autres. En tout cas. Oui, créer son environnement, je pense que c'est une belle façon de maîtriser ce qui se passe avec la technologie. Exact. Parlons de tablettes, justement. Ben oui. Il y en a des nouvelles. Oui, Firebit, des tablettes d'Amazon, nouvelle version. C'est des tablettes de 8 pouces de diagonale. C'est Amazon qui fait ça. Elles sont 108 $. Elles ne sont pas très chères. Elles sont 110 $, excuse-moi. L'autonomie de la pile va jusqu'à 12 heures. Ce n'est pas un iPad, on s'entend, là, ce n'est pas la résolution de l'écran, ce n'est pas la performance d'un iPad, ce n'est pas des bêtes de performance. Ils sont 30 % plus rapides que la version précédente, 2 GB de stockage. On peut ajouter des cartes micro SD. Donc, si on veut pour ses enfants ajouter du contenu, on peut le faire avec une carte micro SD qui coûte vraiment pas cher. Ça utilise le Amazon Market et pas le Play Store, c'est une petite nuance, mais le Amazon Market est plutôt bien garni. La plupart des applications populaires y sont. C'est une tablette qui fonctionne très bien, pas très chère, performante. Il y a même une édition spécifique pour les enfants, celle qu'on voit à l'écran en ce moment, qui est 179, 180 $, un peu plus cher, mais c'est la version HD, donc de résolution plus élevée, qui est dans une coque protectrice, qui est très chouette, et ça contient un abonnement d'1 an à Amazon Free Time Unlimited. C'est un service qui coûte 3,99 $ par mois, donc c'est l'équivalent de 12 x 4, 48 dollars. Donc, c'est pas une grosse prime, mais ça permet d'avoir des applications, des livres et des émissions de télé et du contenu gratuitement dans sa tablette. Ça peut être un beau cadeau pour un plus jeune enfant. C'est une tablette aussi que, honnêtement, on peut la casser pour quelqu'un qui un jour va aller en voyage. Tant qu'à emmener un iPad de plusieurs centaines de dollars, tu amènes une tablette peu coûteuse. Cela dit,
n'est pas facile à casser si on a un étui protecteur. Ça, c'est Ah oui. pour le prix, c'est une tablette qui a tout plein de bon sens puis qui donne accès à du contenu Amazon qui, qu'on soit pour ou contre Amazon, a quand même pas mal de contenu à offrir. Oui, oui, oui. Puis elle est robuste, là. Et Mm. ça, même sans étui, c'est du plastique assez résistant. Je pense que Ouais. c'est un bel achat si vous cherchez une alternative pas chère. Si vous manquez d'écran à la maison, là, ça peut être une option ben chouette à expérimenter à partir de 110 Ça va être livré cependant à partir du 3 juin, sans compter les délais de livraison. C'est pas évident ces temps-ci, les délais de livraison. C'est Mais un peu Amazon aléatoire, livre oui. bien. Tant que c'est Mhm. pas Post Canada, ça va relativement bien en ce moment. Sors-nous de la maison, Pascal. Là, ça, c'est une autre affaire que j'aurais viré fou avoir eu ça quand j'étais petit. C'est un simulateur gratuit de capsule spatiale. Donc, on apprend à s'amarrer à la Station spatiale internationale avec la capsule de SpaceX. C'est gratuit, c'est en ligne et c'est un jeu qui se veut réaliste. Donc, c'est pas un jeu vidéo. Tu contrôles vraiment, c'est vraiment le simulateur de SpaceX pour que la capsule se connecte à la Station spatiale internationale. Ça devrait être le 27 mai si tout va bien. Les États-Unis vont retourner un décollage américain qui décolle des États-Unis, va se rendre à la station orbitale pour la première fois depuis 2011. Moi, en Mhm. tant qu'amateur d'espace, ça m'allume beaucoup. Essayez-le, c'est gratuit, c'est en 3D, c'est des petits mouvements, c'est très précis. Et comme c'est en les repères sont difficiles. On voit la Station spatiale internationale au loin et là, on s'approche et on doit s'amarrer dans le petit connecteur. Et mon Dieu, que je me suis crashé. Mais Donc, rappelle-moi de prendre ma navette spatiale avec un autre pilote que toi. écoute, c'est intense, mais c'est tellement chouette, c'est tellement beau, puis ça montre la Mhm. difficulté, puis la beauté aussi de la navigation spatiale dans les films, et ainsi de suite. Ça a tellement l'air simple. Ouais. Dans la vraie vie, Ça va être, on va beaucoup vraiment parler chouette. d'espace parce que dans la prochaine année, la NASA va explorer le pôle sud de la Lune, hein. Le but, c'est de voir si l'eau qui est gelée sur cette surface-là, cette partie-là de la Lune, peut servir à créer une base permanente sur la Lune. Là, Oui. sérieusement, on approche du jour où ça va être pour vrai. On va arrêter de le dire au conditionnel et en mode science-fiction. Ça va être assez intéressant. Donc ça, c'est un premier pas vers l'éveil de l'intérêt chez les Oui. enfants, en tout cas, aux technologies spatiales. Moi, j'ai grandi avec l'Odyssée de l'espace. Je suis né avec le poids de l'homme sur la Lune. Mhm. Pour les plus jeunes, eux autres, ils n'ont pas vu grand-chose. Là. Il n'y a plus de navette depuis longtemps. Il y a Ouais. plus... Il y a eu Et un là, petit peu les dans gens se cette. promènent avec des gros logos de la NASA. Il y a eu une mode, là. Il y a beaucoup de chandails de la NASA qui se promènent, mais je pense que beaucoup de jeunes ne savent même pas c'est quoi la NASA. Réveiller la mystique. Ben, la Euh, NASA donc, a eu son moment de gloire et derrière nous, et là, ils essaient de relancer un peu ouais. leurs Est-ce que tu te opérations. souviens de la série Cosmos 1999? J'étais pas très vieux quand ça jouait. Écoute, c'est une base spatiale là, full equip en 1999, là, puis on y croyait. Là. On regardait Ouais. ça dans les années 80, fin 70. Euh, bon, ça. On est loin de là encore. Écoute, à l'an 2000, les autos étaient supposées voler. Alimentation en pilule? On mangeait un repas complet dans une petite pilule, donc beaucoup de choses comme ça. Et dans la réalité, dans la situation réelle, ce qui se passe, c'est qu'on a même la misère à avoir des sites transactionnels dans les compagnies au Québec, manufacturières, détaillants, peu importe. Alors, et là, je fais une super transition, donc merci Pascal. Ben oui, c'est ça. Puis je vois Mathieu qui vient d'apparaître. Parce Bonjour que Mathieu. j'accueille effectivement Mathieu Bonjour. Plante, qui est cofondateur et PDG d'une entreprise qui s'appelle B2B Quotes, qui est un service qui, si j'ai bien compris, Mathieu, tu me corrigeras si je n'ai pas raison, met en relation des fournisseurs de services et des entreprises, des PME, peu importe, au Québec et au Canada, qui veulent faire ce virage numérique-là. Est-ce que c'est le cas? Oui, exactement. Ben, premièrement, merci beaucoup. Je suis extrêmement reconnaissant d'être ici. Puis je vous écoutais parler autant au niveau de programmation, de l'espace, tout ça. Puis je suis tellement excité pour ma petite fille qui va pouvoir vivre ça. Puis moi aussi, Ah j'aurais oui, aimé ouais. juste le e-sports maintenant qui est dans les écoles. Puis moi, c'était sport-études, mais j'adore le gaming. C'est vraiment, vraiment excitant tout ce qui se passe. Fait effectivement, B2B Quote, c'est une plateforme en fait qui aide les entreprises à trouver les partenaires les plus adaptés pour eux pour principalement le virage numérique, mais également éventuellement pour tous les services que l'entreprise pourra avoir besoin. Aujourd'hui, les principaux services, c'est vraiment tout ce qui est web marketing. Il fallait commencer à quelque part avec une zone géographique. Mhm. Alors, ouais. Ben, tu vas pouvoir nous parler parce qu'évidemment, là, vous avez créé le service en 2017. Il s'est passé quelque chose d'assez phénoménal il y a 2 mois. L'économie complètement arrêtée, les gens, les commerces fermés, tout ça. Il y a eu une grosse volonté de dire, ben, faites le virage numérique. Hein. Il y a une vitrine en ligne, profitez-en pas.
dématérialiser vos opérations le plus possible. Ça, pour vous, est-ce que ça se traduit en plus d'activités, moins d'activités? Est-ce qu'il y a eu comme vraiment ce mouvement-là? Ouais, en fait, au départ, les 2 premières semaines que ça a été annoncé, COVID, l'économie, tout ça, on a eu, ça l'a reculé, on a fait des scénarios A, B, C, D, E, F, G, G étant, on n'a plus aucun revenu, il n'y a plus rien qui se passe, A étant, on perd 10% des revenus, puis tout ça. Finalement, en fait, on a eu la chance que ce soit beaucoup mieux que le scénario A. Ah oui? Wow! C'est-à-dire, mais on a dû s'adapter par rapport à ça, par contre, mais les entreprises, ceux qui s'adaptent pas, qui font pas le virage numérique aujourd'hui, surtout dans ces temps-ci, puis éventuellement, je pense que ils vont probablement frapper un mur. Puis je pense que tout le monde un peu a compris ça. Fait que il a fallu s'adapter dans le sens où on a sollicité nos fournisseurs. On a déjà plus de 2000 fournisseurs sur la plateforme qui sont qualifiés, que ce soit des agences, des pigistes, c'est principalement des agences. On leur a dit, bon, ben, faut peut-être offrir de la formation ou aider les entreprises justement à s'en sortir. Fait que ça, c'est un des pivots qu'on a dû faire. Puis avec le PAC, ça nous a beaucoup aidé puisque il y a des formations qui sont payées en partie par le gouvernement. Donc ça, c'est Oui, une c'est des vrai. choses Oui. qu'on a fait. Puis de l'autre côté, puisque là, on avait un peu plus de temps parce que dans les 2 semaines, il y avait moins de volume, on s'est mis en mode, bon, ben, dans toutes les situations où il y a des défis, comment est-ce qu'on peut faire le mieux avec ça? Puis on s'est dit, ben là, la réalité, c'est qu'on a plus de temps. Fait que prenons plus de temps avec chacune des entreprises de notre réseau. Pour vous donner une idée, c'est 3500 entreprises qu'on a déjà aidées à ce jour dans les 2 dernières années et demie pour 40 Ah, millions wow! de dollars en projets qu'on leur a envoyés. Donc, 3500 mariages, match? Oui, exactement. En fait, 3500 entreprises qui ont déposé des projets qu'on leur a référés jusqu'à 4 agences ou pigistes pour les aider avec leurs différents projets technologiques. Fait que, en fait, on les a sollicités et on leur a dit, OK, bon, ben, en ce moment-là, qu'est-ce que vous avez besoin? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Même si on ne l'offre pas sur la plateforme, même si le but, c'est pas de faire des sous avec ça, c'est comment on peut être à votre service. Puis de là a découlé, bon, mais les services de formation. Ensuite de ça, on a ajouté des services de ressources humaines, autant pour de la gestion de crise que pour comment les aider par rapport à ça. Puis éventuellement aussi des services de tout ce qui est financement, subvention, etc. pour les aider à naviguer là-dedans. Puis là, ben, on a des gens qui avant étaient là pour les aider une quinzaine de minutes pour leur projet. Ben, maintenant, ils passent plus de temps à vraiment faire de la consultation gratuite pour dire, bon, ben, quelle est votre situation aujourd'hui? Où est-ce qu'on veut aller? Comment on priorise ces différents projets-là? Puis après, comment savoir si vous êtes mieux de le faire vous-même avec une référence, avec un pigiste, avec une petite, moyenne, grande agence. Puis tout ça, c'est absolument gratuit, pas d'engagement. Fait qu'on est vraiment là à leur service. Puis nous, c'est les fournisseurs qui nous paient pour avoir accès à des projets qualifiés. Donc, voilà. J'allais justement dire, parce que souvent, virage numérique, stratégie numérique, c'est évidemment des trucs assez abstraits. Là. Les gens qui ont un restaurant, qui ont un détaillant, un commerce, ils disent ça a l'air compliqué, pourquoi je vendrais en ligne? J'ai pas le temps, pas l'énergie. On commence où quand on veut vraiment. Ben là, on va dire, là maintenant, je veux avoir une deuxième présence numérique en plus de ma place de commerce réel. C'est quoi la première étape? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, la première étape, je pense, c'est un peu de comprendre où est-ce qu'on veut aller, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les pains qu'on a un peu, en voulant dire en tant que business par rapport à notre brick and mortar ou notre truc traditionnel versus de passer en numérique. Fait il y a le travail de prioriser ou de déterminer un peu où est-ce qu'on veut aller. Fait que ça, c'est la première étape, c'est certain. Mais après ça, il n'y a aucune entreprise, puis principalement des PME, qui vont avoir illimité temps, argent, ressources. Fait qu'après ça, il faut les prioriser. Puis les prioriser, c'est là aussi des fois que ça devient difficile ou des fois, quand on sait pas ce qu'on sait pas, fait que de parler avec quelqu'un qui, lui, est habitué de faire ça avec des dizaines, des centaines, des milliers d'entreprises, ben ça l'aide un peu à défricher la jungle ou un peu le Far West de tout ce qui est le numérique puis du web. Fait que je pense que ça, après ça, c'est de prioriser. Puis l'étape par la suite, avant de donner le go ou quoi que ce soit, ben c'est de déterminer, OK, est-ce qu'on le fait à l'interne? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'après ça, on le fait avec la référence de quelqu'un? Mais comment savoir si cette même agence-là travaille avec mon genre d'industrie, avec mes genres de budget, avec mes genres, tu sais, ça a beau être un succès avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que ça va se répliquer avec toi. Puis ensuite de ça, ben, est-ce que je vais sur Google? Mais sur Google, il y a 3000 résultats. Là, après ça, celui qui paye le plus sur AdWords va passer avant. Je vais aller le voir, il va m'offrir un site web à 20 000, entre 20 000 et 30 000 parce que lui, c'est dans ces budgets-là qu'il travaille, mais c'est pas nécessairement ce que moi j'ai besoin. Fait que comment, puis tout ce problème-là, si on veut, c'est quelque chose que moi j'ai vécu en tant qu'entrepreneur avant, puis après ça, en tant que j'ai travaillé dans une agence qui s'appelait Combustible parce que là, maintenant, elle a été vendue. On est passé de 6 à 30 employés, de 30 000 à 300 000 de ventes par mois, tout ça, mais je voyais, 90% de mon temps, c'était de trouver des décisionnaires qui avaient des projets.
Puis de l'autre côté, pour les clients, c'était comment savoir si c'était le bon fit. Puis en tout cas, fait que tout ça est né la plateforme pour un peu mettre de l'ordre dans tout ça, puis que ce soit vraiment transparent, éthique, pas de parti pris. Puis on vous met avec les gens les mieux adaptés pour vous. Des bons points de contact. Là. Est-ce que je me trompe ou c'est comme une agence de rencontre? Avant les agences de rencontre, tu allais voir quelqu'un avec qui tu jasais. Non, non, mais le parallèle est là. Avant, tu allais voir une personne, puis là, cette personne-là faisait le match. Là, c'est devenu Tinder où tu fais juste swiper. Vous êtes entre les deux. Il y a un échange qui se fait pour que vous déterminiez le bon match dans notre catégorie pour avoir des attentes réalistes ou pour mieux déterminer les besoins. Parce que sinon, on fait juste Exactement. swiper. Ça me fait vraiment rire parce que on avait fait un podcast avec Bruno Guglielminetti, puis il nous a appelé le Tinder, justement, du B2B. Voilà, mais moi, je suis plus gentil que ça. Je dis pas Oui. que vous êtes Tinder. C'est pas vulgaire, ma comparaison. C'est C'est au ça. contraire, vous offrez une valeur ajoutée, vous avez une discussion. Oui, puis en fait, on est en train de tout retravailler l'image de marque par rapport à ça pour justement que les gens comprennent que quand on utilise les services de la plateforme, c'est pas que nous, on va sur Google et on envoie n'importe quel 4 fournisseurs. C'est loin de ça. Il y a en fait des dizaines de facteurs qui sont dans l'algorithme pour s'assurer qu'il y a un bon match des deux côtés. Fait que pour vous donner une idée, tous les fournisseurs, on a regardé par exemple leur réputation générale, au niveau des taxes, au niveau de leur numéro d'entreprise, au niveau des poursuites, s'il y en a eu, comment ça s'est fini. Puis ensuite de ça, le plus important, c'est la qualité du travail qu'ils vont avoir fait à même les clients de la plateforme, ce qui va faire qu'ils vont être d'un certain ordre. Fait que non seulement il faut qu'ils se qualifient pour le budget, pour l'industrie, pour ces choses-là, mais en plus de ça, plus qu'ils font un bon travail, puis sont mieux adaptés aussi avec la zone géographique. Fait que si c'est quelqu'un qui est à Shawinigan, ben, il va avoir des points. S'il y a une entreprise de Shawinigan qui veut refaire un nouveau site web, par exemple, etc. Donc, ce côté-là. De l'autre côté, il faut comprendre que sur les projets qui sont déposés sur la plateforme, il y a juste environ 75 qu'on va activer parce qu'il y a 25 qui n'est pas assez qualifié. Donc, soit la gestion des attentes par rapport au budget, par rapport au délai, par rapport au sérieux de la chose ne sont pas là. Puis nous, un peu, c'est notre rôle de faire ça pour s'assurer en bout de ligne que le match soit le plus pertinent possible. Il faut comprendre le stade de l'industrie qu'on fait affaire avec une agence, il y a 50 de chances qu'on ne fasse plus affaire avec elle avant la fin de l'année parce que le fit n'a pas été assez bon ou il y a eu un problème en cours de route, ou etc. Fait que nous, c'est de monter ça, comment monter ça le plus haut possible. C'est dans nos rêves, c'est à un moment donné, peut-être même d'avoir des tests psychométriques d'entreprise puis d'agence. C'est pour vraiment, à ce niveau-là. C'est pour ça aussi qu'on fait partie de l'accélérateur NextAI, que vous pouvez voir ici. J'allais parler de ta veste, ouais, vas-y. Exact, pour intégrer en fait l'intelligence artificielle à tout ça, pour encore qu'il y ait moins de bias, si on veut, d'humains, puis que ce soit vraiment, qu'on sache avec toute la data qu'on accumule, que ce soit vraiment les meilleurs fits, puis c'est pas quelqu'un parce qu'il paye plus ou c'est pas que, vraiment que ça soit transparent puis intègre. Fait que c'est vers là où est-ce qu'on se dirige. Puis des fois, les gens qui vont venir sur notre site, ils peuvent pas tout comprendre ça. Fait que c'est le fun d'avoir une tribune comme ça pour pouvoir l'expliquer. Ça va quand même assez bien pour vous. C'est intéressant parce que, en fait, la raison pourquoi on est entré en contact, j'apprenais que vous attaquez le marché anglo-canadien. C'est ça qui se passe pour vous, en mode d'expansion en ce moment. Exactement. En fait, avec les accélérateurs, tout ça, on a fait un choix stratégique de faire des efforts pour aller vers le capital de risque. Donc, c'est quelque chose qui est en cours puis qui devrait se concrétiser dans l'année. Puis pour ce faire, ben, c'est important que ce soit pas juste bien au Québec, puis de pouvoir reproduire le modèle à l'extérieur pour avoir une business qui soit internationale. Alors, on avait déjà des centaines de fournisseurs dans le reste du Canada. On a déjà commencé à avoir des projets aux États-Unis, en Afrique, en Europe. Mais tous les fournisseurs aujourd'hui sont canadiens. Puis là, on fait des efforts beaucoup plus poussés, notamment à Toronto présentement, pour s'assurer d'avoir un flot de projets intéressant aussi, puis d'augmenter la qualité des fournisseurs. Pour les gens qui ont des services, qui offrent des services numériques, des services de stratégie web, marketing web, des choses comme ça, votre site web ou votre service se présente comme une vitrine pour eux pour aller à l'international? Également. Puis, faut comprendre, nous, on a sondé notre communauté avec le COVID, puis il y a beaucoup d'agences qui ont peut-être 50 de leurs clients que soit c'était on hold, ou bien qui cancellaient, ou bien que finalement ils ne signaient pas, etc. Fait que je pense qu'on est un peu une bouée. Au niveau des entreprises, nous, on est là, on a plus de projets que jamais. On leur envoie, on est là pour les aider. Puis je pense que ça peut être une bonne alternative à la publicité payante, à avoir des fois du staff sur le payroll, tout ça. Puis ça peut être complémentaire à n'importe quelle entreprise. Une des choses de pourquoi B2B Quotes est né, c'est que si je prends par exemple une agence de développement d'applications mobiles, leur core business, c'est pas de faire du développement des affaires.
Fait que le fait d'avoir des projets déjà préqualifiés avec le sérieux, avec le budget, de le recevoir, puis après, c'est normal qu'il y ait de la compétition puis qu'il y ait d'autres personnes, parce que peu importe quelqu'un pour des projets d'envergure, ils vont comparer quand même ailleurs. Puis après ça, de pouvoir juste offrir qu'est-ce qu'ils font à la place d'utiliser 90% de leur temps comme moi je faisais pour aller chercher les décisionnaires qui ont des projets. Mais c'est ce sur quoi on compte aussi par rapport à la plateforme. Ouais, ça, c'est intéressant. C'est l'autre partie de la conversation, c'est que ce qu'on appelle le B2B, en bon français, l'interentreprise est un créneau dont on ne parle pas beaucoup, évidemment, grand public, parce que c'est plus une portion commerciale de l'affaire, mais c'est un gros créneau. C'est une grosse partie de la chaîne pour vraiment relancer la business, en tout cas au Québec. Donc, c'est un truc important. Puis souvent, on n'y pense pas en entreprise parce qu'on a des habitudes. Tu le disais, les agences aussi ont des habitudes. On livre un produit qui est souvent la même boîte qu'on change la couleur puis qu'on fournit à tous nos clients. Donc, c'est important de trouver le bon match, comme tu disais tout à l'heure. Le mariage, pas le one night. Ça permet de sauver Exactement. C'est sur quoi on compte. C'est vraiment d'avoir des relations qui vont être sur le long terme. Puis, nous, on ne prend pas de retainer ou de pourcentage sur qu'est-ce qui va être signé. Le modèle d'affaires, c'est vraiment, on paie en amont un petit frais pour avoir accès à des projets de qualité. Après ça, s'ils continuent à faire affaire avec eux pendant plusieurs années, tant mieux, c'est ce qu'on veut. Puis nous, on compte sur le fait qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, que ce soit une business de volume, qu'ensuite de ça, les entreprises déposent leurs autres différents projets. Fait que ce soit après ça, bon, parfait, j'ai mon site web. Après, comment est-ce que je le commercialise? Est-ce que je veux développer une application? Est-ce que j'ai besoin d'intégrer un CRM, un ERP pour la suite? Est-ce que je veux faire des vidéos corporatives? Ma création de contenu, est-ce que je vais avoir quelqu'un qui m'aide avec ça? Pour ensuite de ça, aller vers, OK, bon, mais j'ai des besoins d'expansion au niveau de l'immobilier. C'est un peu, c'est ça un peu le. Puis après ça, tu dois leur donner des outils technologiques. Par exemple, on est en train de développer un outil qui va les aider à créer leur demande d'appel d'offres pour prioriser leurs besoins. Puis ça, c'est un outil qu'on veut que ce soit gratuit, accessible à la communauté, juste pour les aider à mieux déterminer leurs besoins. Puis ensuite de ça, peut-être même d'avoir une branche, on est en train de faire une preuve de concept, là, je donne des scoops, là, la communauté ne le savent pas encore. Mais, on veut des scoops. C'est ça. Où est-ce que on est en mesure de même accompagner des gens avec un service d'accompagnement tout au long, pas juste au début pour prioriser et pour le faire, mais même par après, avec des gens de l'industrie qui ont plus que 10 ans d'expérience en agence, etc., qui nous le font. Puis ça va vraiment bien en ce moment. On a fait une belle preuve de concept. Fait que, on est tout le temps en mode comment est-ce qu'on peut le donner encore plus, que ce soit qu'il n'y ait pas de friction, qu'il n'y ait pas de gros frais à payer avant, qu'il n'y ait pas de gros frais à payer après, parce que, mettons, on paye un 10 ou 20% quand on gagne le mandat, ben en bout de ligne, qu'est-ce qui fait ça? C'est le client. Fait que l'idée, c'est de rester solide, puis de miser sur le volume, puis de miser sur le. Fait que c'est un peu l'angle qu'on prend avec la plateforme. Ben, c'est intéressant parce que c'est un premier contact pour les gens qui veulent tâter du numérique pour une première fois. C'est un premier contact qui ne coûte pas grand-chose pour eux, donc qui permet d'avoir de l'information, peut-être au moins amorcer une stratégie, ce qui est super pertinent. Ouais. Puis plus loin que ça, en fait, ils commencent à recevoir des projets par courriel, puis il n'y a aucune obligation d'en acheter ou quoi que ce soit. Fait que à un moment donné, OK, ça, là, c'est exactement le bon fit, c'est la bonne industrie, ils ont les bons objectifs, c'est exactement qu'est-ce que je pense qu'on est bon. Puis c'est sûr qu'ils sont sérieux parce que non seulement ils doivent payer en amont, mais en plus de ça, ils savent que 3 autres personnes sérieuses qui payent en amont pour avoir ce projet-là. Fait que, tu sais, c'est ce qui fait que ça pousse toujours la qualité vers le haut. Pour les clients, pour que ce soit gagnant-gagnant par la suite. Fait que les fournisseurs n'ont pas, contrairement à d'autres compétiteurs de la plateforme, n'ont pas, mettons, 50 soumissions aux personnes à faire le tri là-dedans. Ils en ont seulement 4. Du côté des fournisseurs, ben, ils ont une bonne chance d'obtenir le mandat parce que justement, c'est capé à 4 puis pas à 30. Fait que c'est un peu le sweet spot. J'ai plein de termes anglais, mais c'est un peu qu'on trouve pour que tout le monde ait son compte en bout. C'est le bénéfice de ce qu'on appelle le reverse bidding à une époque. Je ne sais pas c'est quoi en français, je ne sais même pas si ça a été traduit, mais de dire on a un besoin, lancez-vous et faites la meilleure offre pour combler ce besoin-là. Ça peut être la même chose dans d'autres créneaux, mais là, c'est dans un moment très. Puis à ne pas confondre une chose importante, puis il y a peut-être d'autres plateformes, on peut penser à Upwork, à Fiverr, où est-ce que ça va vraiment être orienté prix. Nous, c'est vraiment pas l'orientation qu'on a, pas du tout. Ça va être quoi le meilleur fit, la meilleure valeur, pas par rapport au prix nécessairement. Oui, le fait de comparer, on va finir par avoir un meilleur prix, c'est normal. Mais nous, c'est vraiment comment est-ce que ça coûte beaucoup plus cher de faire affaire avec quelqu'un que c'est pas un bon partenaire de long terme. Ça prend plusieurs mois commencer le projet, plusieurs mois le faire, plusieurs mois s'en rendre compte. Après ça, il faut tout recommencer. Ça coûte du temps, du coût d'opportunité, de l'argent. Fait que nous, c'est comment est-ce que cette partie-là,
on minimise le risque au maximum. C'est vraiment ça notre angle. Payer trop cher pour un produit dont on n'est pas satisfait, c'est doublement fâchant, il n'y a aucun doute. Oui. Donc, on va voir b2bquotes.com pour en savoir plus. Oui, exactement. Cool. Puis ça nous fait un grand plaisir. On est là, on a du temps à vous donner gratuitement. Les entreprises, on a des projets à vous envoyer. Puis on est heureux de pouvoir contribuer à la relance, là, finalement, puis à la transformation numérique des entreprises québécoises. Bien dit. Hey, merci beaucoup, Mathieu. Merci d'être passé. Très intéressant. Un grand plaisir. Surtout quand on a besoin de ce virage numérique-là et on n'arrête pas d'en parler, mais là, c'est plus vrai que jamais. Donc, merci d'être passé. Mathieu Plante, cofondateur PDG de b2bquotes.com. On te laisse aller et on souhaite une bonne suite. Bon des défrichages du marché. Merci. Bonne fin d'émission. Salut. Salut, Mathieu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui doivent être en train de taper B2B Quotes, puis de tout de suite exprimer leurs besoins, puis dire « Hey, on cherche un développeur web, on cherche à faire une expansion, de faire une boutique en ligne. Il y a des besoins. C'est une place de marché qui offre justement le Tinder des services numériques. Puis, moi, je trouve ça vulgaire, Tinder. Moi, je dirais une agence de rencontre. Là, je reprends ce que vous avez dit plus tôt. Le meilleur service. Je ne peux que ployer les chines devant ça, devant tant de sagesse. Mais effectivement, c'est une place de rencontre. Et surtout, c'est la partie où il offre une partie de la job gratuitement. Donc, c'est pas nécessairement une question de juste prendre de l'argent. C'est vraiment d'offrir un service pour effectuer ce fameux virage-là. Puis, souvent, on pense site transactionnel parce qu'on pense service de commerce de détail, mais ça peut être un paquet de services en arrière-boutique qu'on numérise et qui permettent de sauver des sous, qui permettent de continuer à avoir une place de marché, avoir une boutique et un commerce physique. Donc, c'est pas bête non plus. Une entreprise qui commence, souvent, ne sait pas par où commencer. Hein? Est-ce que tu as un CRM? CRM, ERP, tous les termes. Tous les termes, c'est ça, quand on tombe là-dedans, on ne le sait pas trop. Puis il y a des solutions intégrées, il y a des solutions qui se combinent mieux. Tu commences avec un, tu peux... Ça prend de l'aide, puis d'avoir quelqu'un comme ça. Puis je me demande si B2B Quotes ne deviendra pas des candidats sérieux seulement, tu sais, d'être une source de candidats. Parce que pour moi, Tinder, ce serait l'équivalent de faire une recherche sur Google. Tu as plein de candidats, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui marche. B2B Quotes semble offrir un service qui est plus adapté à tes besoins, donc trouver des matchs. Ça répond à cette logique de curation où, genre, on fait un premier tri pour toi de ce qui est peut-être superflu, pas nécessaire, puis là, pouf, ça donne un point de départ plus fiable, finalement. C'est un peu ça. Puis c'est ça, puis là, tu as des vrais... Puis à la limite, B2B Quotes va peut-être devenir l'intermédiaire qui va assurer que le travail va être fait dans les bonnes conditions. Des candidats pas sérieux vont se faire éliminer à un moment donné. J'imagine que... Bon point. C'est super. On va passer tout de suite à l'essai de produit et je prends une seconde parce que j'ai une nouvelle caméra. ça, je trouve ça fantastique. J'ai bien hâte de voir. Puis c'est une belle machine aussi. Fait que ceux qui cherchent un nouvel ordinateur, regardez ça. Juste avant, parce que je ne peux pas ne pas faire la blague. Tu sais, on a un collègue YouTuber anglophone de Toronto qui est la référence en unboxing. Hein, puis c'est une grosse tendance. Moi, personnellement, je ne suis pas un fan du unboxing, mais je reçois une boîte, j'ai des balles pour vous, je vous la présente sur YouTube. J'ai la caméra pour ça, mais je ne le ferai pas. Je vais vous présenter plutôt la machine directement. Ça, voilà. C'est la caméra. Voilà. Oui, mais vue en plongée. Là, on voit que tu as un pantalon, ce qui est une bonne chose. Merci, Pascal. J'aurais... Avec les conférences vidéo, en ce moment, je peux ne pas avoir de pantalon et personne ne va le remarquer. Dans ton cas, c'est un peu plus criant. Et la bête, c'est ça. C'est évidemment un ordinateur portable. C'est écrit Gram dessus. C'est la marque LG qui fait ça. C'est je ne veux pas dire la deuxième génération de ce produit-là, mais c'est comme une mise à niveau de ce qui était à l'époque un ordinateur un peu plus cher, pas tout à fait assez performant. Mais là, vous vous dites à quoi ça peut servir, qu'est-ce qui le distingue? Parce qu'évidemment, il y a eu un paquet de nouveaux produits dans les dernières semaines. Il va en avoir encore les nouveaux MacBook Pro, les nouveaux appareils Surface, un et l'autre, des appareils qui ne sont pas donnés. Ça, c'est le LG Gram 17. Vous le voyez là, il vient avec un écran de 17 pouces. C'est une super machine. Ce n'est pas la plus performante en termes de traitement graphique. Tout ça, c'est Dell un XPS qui fait mieux, mais ils sont tous un petit peu plus petits ou un petit peu plus lourds. Ça, c'est même pas 2 livres, même pas 1 kilo. Un écran de 17 pouces, 1600 par 1200 pixels, je crois. Processeur Intel Core i7 de 10e génération. Évidemment, ce n'est pas le i9. Et là, vous me voyez opérer la magie. Je vais remettre ma caméra de front parce que là, je me vois par en haut. Voilà, c'est tout.
Et un paquet de ports, hein, des ports USB, tant que vous voulez, des ports USB 3, un port USB-C, une sortie HDMI. C'est un appareil qui répond à une question que j'ai étonnamment entendu beaucoup dans les dernières semaines. Genre, je travaille de la maison, qu'est-ce que j'achète comme ordinateur pour travailler productif, tout le kit? Ça, c'est un ordinateur sérieux, Windows 10 Home qui fait toute la job, processeur performant. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il a une carte graphique Iris Plus d'Intel, qui est l'espèce de carte intégrée au processeur, qui n'est pas super. C'est correct pour du travail de bureau, mais si, par exemple, vous voulez faire de la réalité virtuelle, des choses comme ça, vous venez de rater votre coup. C'est pas la machine pour vous. Non, exactement. Puis, évidemment, c'est un bémol qui n'est pas très gros parce qu'à la fin de la journée, est-ce qu'on fait beaucoup de réalité virtuelle? Non. Mais ça va fonctionner pour faire, vous savez, quand on fait un zoom à 18 personnes, puis là, chaque petite boîte est comme extrêmement minuscule à l'écran. Ben oui, 17 pouces d'écran. Sur un portable, c'est pas mal ce qui se fait de mieux. L'appareil se vend à partir de 2000 $ avec 512 gigaoctets de mémoire SSD. Ça, c'est de la mémoire, ce qui n'est pas un disque dur traditionnel, c'est de la mémoire, il y a un terme, là, solid state en français, je ne sais plus c'est quoi. Solid state, c'est le disque dur bon sang. Petite musique de quiz. Pas de pièce mobile. Pas de pièce mobile. C'est ce qui compte. Pas de pièce mobile, en tout cas physique solide, donc ce qui fait qu'on peut l'échapper et on n'endommage probablement pas le contenu de l'appareil. Il répond à des normes militaires. Il y a des normes de vibration, de choc, de résistance à l'eau. Ça se peut. Je ne sais pas si c'est certifié dans son cas, mais le SSD a un peu cette prétention-là de dire comme ça. C'est comme une carte SD, dans le fond, mais non habillée de plastique, si on veut, parce que c'est intégré dans la machine. Ouais. Peut avoir 1 téraoctet de stockage SSD. C'est ce qui fait que c'est un peu cher, c'est que le stockage SSD, cette technologie continue d'être assez coûteuse, même si c'est de plus en plus répandu et est probablement devenu la norme dans la plupart des appareils mobiles. Donc, à partir de 2000 $, on peut monter facilement à 2000, 2400, mais c'est le prix d'un appareil Surface, d'un laptop Surface qui est un peu moins performant, peut-être un peu plus joli, mais ne fera pas autant la job au niveau de la... On n'aura pas 17 pouces d'écran. Moi, je pense que j'ai fait l'essai du modèle de 15 pouces et l'affaire qui m'a émerveillé, c'est à quel point c'est léger. C'est vraiment léger. C'est incroyablement léger. C'est l'écran de 15 pouces, donc l'écran est immense, celui dont j'ai fait l'essai, et c'est plus léger que le MacBook Air. Effectivement, c'est comparable avec un MacBook Pro parce qu'il est un peu plus costaud. Il n'y a pas exactement. Mais l'affaire, je vais vous le montrer de front. L'écran est tactile. Tout à l'heure, c'est qu'il est tellement gros qu'il y a un clavier numérique complet sur la droite. Donc, il y a vraiment des touches numériques, comme si vous étiez au bureau, comme vous étiez en train de travailler sur avec un poste de travail traditionnel. Un vrai clavier d'ordinateur de maison. Ben voilà, donc juste là, ça c'est assez étonnant. LG dit qu'il y a à peu près 17 heures d'autonomie. Je vais en enlever un petit peu là, mais je veux dire, tout ce qui est en haut de 12 heures, tant qu'à moi, c'est suffisant. Puis de toute façon, quand on travaille de la maison, généralement, on se branche. Mais si vous voulez, et c'est ça l'affaire, on parle de télétravail, puis c'est amusant, puis c'est le fun, mais c'est rare qu'on ait un bureau à la maison. Donc, un appareil comme celui-là fait du bon travail de base. C'est-à-dire qu'on s'installe un peu n'importe où, on est prêt à partir. Évidemment, il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth, il y a tout ce qu'on cherche. Par rapport à ça, c'est une belle machine. La seule affaire qui manque, pour vraiment être confortable, ce serait un clavier ou une souris ergonomique, ou mieux que ça, une espèce de petit banc là, pour les pieds qui permet de pivoter, qui permet de se balancer, comme Pascal a présentement sous les pieds. Ah, tu veux que je montre ça? Bon, ça, ben oui. Écoute, mais là, on va devoir voir. Il faut que je montre ça, c'est trop... il faut on va voir mon dessus de tête. 2 secondes. Non, mais c'est correct, mais c'est parce qu'on parle tellement de travailler à la maison, du meilleur poste de travail, puis l'ergonomie de ça est souvent extrêmement négligée. IKEA vend pour pas cher des bureaux qui surélèvent, donc on peut travailler debout de temps en temps, et on peut installer un truc comme ça sous les pieds qui permet de travailler un peu les jambes pour les gens qui veulent être actifs tout en étant productifs. Ça s'appelle, c'est le Fluid Stance. C'est comme de la taille d'une planche à roulettes, une grosse planche à neige, et j'aime assez ça, là. Ça permet de rester en équilibre quand on travaille debout, parce que mon bureau a une hauteur ajustable aussi, et une fois qu'on est là-dessus, on peut se tenir debout et faire des squats et juste s'étirer le bas du dos. Je peux le faire d'ailleurs en direct. Espérons ne pas faire une chute dramatique. Mais en ce moment, voilà, je suis en équilibre et je squatte un peu. C'est bon, et je vous assure que... un peu. Parce qu'il y a une règle, là, c'est, et je pense, et j'y vais à l'oreille, il me semble que c'est une règle des 2 heures. Ça veut dire 2 heures assis, c'est bon. Après ça, on se lève, on reste debout. Et ça, on peut le faire pendant quelques instants, peut-être pas 2 heures, mais pendant quelques minutes, au moins pour se dégourdir. Puis c'est une façon de garder
continuer à travailler, mais de quand même être relativement actif au niveau des muscles. Et ça change le mal de place. Pour répondre à des courriels, pour parler au téléphone, quand tu es sur un appel, tu montes ton bureau, tu t'installes, tu peux discuter. En ce moment, là, je suis en équilibre sur la petite planche et il y a même une espèce de petit chapeau qu'on peut mettre sur la base qui permet d'augmenter la difficulté. Donc, si on veut quelque chose de plus athlétique. Un ami me disait en riant, il dit « c'est pas difficile de faire ça. » Non, c'est pas fait pour être très difficile. C'est pas fait pour être un truc de cirque. Non, c'est ça. C'est fait pour te faire bouger un peu, te changer les jambes, les muscles. Et ceux qui travaillent à la maison, qui aimeraient s'équiper d'un nouveau bureau, un bureau de hauteur ajustable, motorisé, c'est vraiment chouette. Je peux le faire ici, là, je peux monter un peu mon bureau, je peux descendre mon bureau. Désolé pour les tremblements de caméra, mais... Ça vient, oui. On voit que tu bouges, on voit que tu bouges. Mais c'est dans cet esprit-là, exactement. Puis pour en venir au LG Gram, c'est que c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire il y a possibilité de travailler de la maison et de s'équiper un peu pour être confortable et être productif, parce que c'est un peu ça que la plupart des patrons vont craindre, dire travaille de la maison, mais dès qu'on peut, tu reviens au bureau. Alors, vous voyez, vous pouvez même vous amuser tout en étant professionnel, comme le fait Pascal. Là, c'est parce que là, je veux finir l'émission debout. Comme ça, je vais essayer de m'étirer un petit peu les jambes. Voilà. Mais je n'ai pas activé l'antivibration de ma webcam. Ça, c'est l'autre truc. Mais ça, on en reviendra bientôt parce que dans la série Ces outils pour travailler de la maison, une bonne webcam. Écoute, avec toutes les conférences Zoom qu'on fait pour le travail, ou peu importe l'outil de vidéo que vous utilisez, une bonne webcam fait la différence. Sur les portables, souvent, l'image est trop saturée ou en tout cas, le contraste est trop élevé. Ça fait qu'on voit juste trop de lumière ou pas assez. Oui, la résolution n'est pas très, très bonne. Entre autres, c'est étrangement sur les MacBooks. Sur les MacBooks, la caméra n'est pas terrible. Une caméra externe, il y en a des excellentes maintenant. En ce moment, elles sont toutes vendues. Hein. Elles sont très dures à trouver sur Internet, mais j'imagine que les stocks vont revenir à un moment donné. On va faire des recherches pour en trouver. Aucun doute. C'est ça. Puis l'avantage, c'est que ces caméras-là, souvent, on peut les déplacer. Donc, on peut les mettre, on n'est pas pris après son laptop, on peut les mettre sur un trépied de caméra. Donc, si on veut sérieusement... On va regarder par en bas, comme je viens de faire. Oui, c'est ça. J'en attends une pour la semaine prochaine. Je vais peut-être la voir moi aussi. Je vais pouvoir montrer mes gadgets comme ça et démontrer que oui, je porte un pantalon. C'est ce que j'allais dire. C'est la seule affaire. Tu es obligé de porter des culottes. Ah, well. Alors voilà, pour revenir à ça, LG Gram 17, l'ordinateur dont on vient de parler, 17 pouces. Écoute, une grosse machine. C'est une alternative intéressante, un peu coûteuse malheureusement, mais intéressante à ce que, tu sais, très léger. Vendrait, le poids, il faut le peser pour le croire. Je pense qu'il faut le tenir dans ses mains pour faire « Oh mon Dieu! » Très mobile, absolument. C'est vraiment incroyable. Et c'est ce qui m'a fait à notre émission de la semaine, mon cher ami. On est dans les temps, c'est excellent. M. Legault a le temps de s'asseoir pour sa conférence d'1 heure. On a le temps même d'aller prendre une tasse de café. Une tasse de tech, mais ça ne se prend pas vraiment. Il faut d'ailleurs que tu m'envoies une tasse. Là. Je te vois avec la tasse, mais j'aimerais ça, moi aussi, pouvoir communier avec toi. Mais envoie-la pas par Poste Canada. Les délais sont très, très longs. Exactement. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Sinon, vous souhaite une bonne fin de journée. Évidemment, vous n'hésitez pas à venir nous voir sur notre page Facebook, facebook.com/une tasse de tech. Notre chaîne YouTube aussi, si vous préférez. On a aussi l'édition balado sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts, ces choses-là. N'hésitez pas. Autrement, on vous souhaite évidemment une bonne journée, une bonne fin de semaine. On se revoit la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des commentaires, des questions, ça nous fait plaisir. Merci Pascal pour ta présence. On se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Semaine prochaine.